Ce podcast est une présentation de l'Antre du Geek. Venez nous visiter à l'entredugeek.net. Cette émission est une présentation de Pod Québec. Pod Québec, 100% podcast, 100% québécois. Mr. Scott, shall we give the Enterprise a proper shakedown? I would say it's time for that, sir. Aye. We can have you back on Vulcan in 4 days, Mr. Spock. Unnecessary, Mr. Scott. My task on Vulcan is completed. Mr. Sulu, ahead warp 1. Warp 1, sir. Heading, sir? Out there. That away. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Vision X. En fait, au 50e épisode de Vision X. Je m'appelle Sébastien Balbino. Je vous présente tout de suite mon co-animateur, David Jonf. David, en forme ce soir? Ouais. Pas mal, toi? Ah ouais, hey, j'aurais dû bien m'habiller. T'es tout beau avec ta chemise. Hein? Ah ben, c'est parce que c'est Pâques. Joyeuse Pâques, Sébastien. Ah oui, joyeuse Pâques à tout le monde. Est-ce que t'as bien profité de ta journée de Pâques en famille? Ben oui, là, c'est juste qu'on s'est levé vraiment trop tôt. Ah, comment ça? Ben, on s'est levé tôt parce qu'on avait un brunch de famille. Ah. Fait que là, c'est ça. Là, à soir, je paye. Nous autres, on avait un dîner. Ben, en fait, quasiment toute la famille est partie. Ma soeur est en voyage. Ma marraine, mon parrain, ils sont allés à Toronto voir ma tante. Pis là, fait que on était seuls. Mes parents, moi, les enfants. Fait que ma mère en fait, mes parents ont caché des cocos de Pâques en bas. C'était très drôle parce que ma mère savait plus combien il y en avait. Fait que là, c'est que ça se peut qu'on en retrouve dans 2 ans. Ben non, mais en même finalement, j'ai réussi. J'ai comme catché qu'il n'y en avait pas 12 et bien 10. Fait que les 2 derniers qu'ils essayaient de trouver puis que personne ne savait ils étaient où, ben c'est parce qu'ils n'existent pas, tu sais. OK. Fait que c'était magnifique. Parce que c'est ça, nous autres, on a fait un brunch à 9h. Oh! Puis là, en plus, aujourd'hui, tu sais, c'est une de ces journées où est-ce que la petite, là, elle perce des dents, là. Puis elle était comme super irritable. Ben, elle était pas super irritable, mais disons qu'elle pleurait à un moment donné et ça y pognait, là. On sait pas pourquoi. Bah! Fait que c'est ça. Mais sinon, elle était bien, là, mais c'est juste qu'elle bavait, là, puis elle n'a pas mangé tant que ça. Puis en tout cas, à tous les parents qui nous écoutent, vous savez de quoi je parle. Les dents. Les dents. Ah non, mais... Non, mais tu sais, quand tu y penses, en plus, là, une molaire, là, quand ça passe à travers la gencive, tu sais, une incisive, une canine, bon, OK, oui. Là. Une molaire, man, hey, ça doit-tu faire mal? Ouais, c'est quand même pas... Là, tu sais, tantôt, j'étais allé comme toucher dans la bouche de ma fille, là, puis c'est vraiment, je pense que c'était en arrière, à droite, en haut, là. Une belle grosse molaire qui est en train de pousser, là. Yeah, pauvre petite fille. Hey, aujourd'hui, là, c'est notre 50e épisode. Bonne affaire de Vision X. Bonne affaire de Vision X. Ouais, quand même, tu sais, je voulais profiter aussi du début de l'émission parce que je sais qu'on fait souvent des remerciements, des affaires à la fin, là. J'aimerais en profiter pour remercier 2 personnes. La première, c'est toi. Ah. Parce que, je veux dire, j'ai eu cette... Tu sais, ça faisait un bout que cette idée-là trottait, puis je te l'ai proposé, puis ça a été comme... Go, tu sais, puis ouais, c'est une super belle expérience, fait que merci beaucoup d'avoir ça me fait grand plaisir. Grand plaisir. Tu sais que j'aime déjà beaucoup les films, puis que c'est pas trop de l'ouvrage pour moi, disons, d'en réécouter. Ah, puis le travail qu'on fait autour des films est vraiment intéressant. Ouais, on a bien du fun, ça marche. Puis tu sais, en même temps, le show marche parce que c'est toi le cinéphile. Moi, j'ai jamais rien vu, tu sais. On dirait qu'à chaque fois, c'est comme « Ah, j'ai jamais vu ça. » Mais puis l'autre personne que j'aimerais remercier, en fait, c'est les gens qui nous écoutent à chaque semaine. Qui
Parce que une chose qui m'a étonné, c'est déjà faire Vision X, ça a été quelque chose d'étonnant pour moi. C'était quand même... ça m'a pris du guts, puis je l'ai fait. Que t'acceptes, j'étais content, tu sais. Puis que du monde nous écoute à chaque semaine, pour moi, ça dépasse quasiment l'entendement. Je sais pas pourquoi. Non, mais c'est une belle marque d'affection aussi, tu sais, parce que nous autres, on se connaît, puis on se jase ça l'un dans l'autre, là, puis dans l'oreille de l'autre, et puis ça reste très intime, tu sais. Nous deux, là, on est juste sur Skype, on a notre conversation, tu sais. Mais c'est vrai que des fois, on oublie qu'il y a des gens que je connais pas qui nous écoutent, tu sais. Fait que, ouais, merci à tout le monde qui nous écoute, puis... Bon, c'est juste 50 épisodes, là. C'est pas grand-chose. Pour nous, là, c'est un point, mais c'est un genre de départ, tu sais, 50, là, ça... Il y en a au moins 950 autres qui s'en viennent. C'est ça, exactement. Puis, tu sais, je t'avais parlé, ça fait un bout que je t'avais dit, pour que le film que tu vas nous présenter là, c'était ça que je voulais pour notre 50e. Puis, David, présente-nous le 10 film de la semaine. Cette semaine, l'épisode 50 de Vision X tournera autour de Star Trek The Motion Picture. Star Trek, le film original. J'ai comme pas envie de l'écouter de Star Trek. On va en parler dans 2 secondes, là, pourquoi j'ai envie de le nommer autrement. Parce que Sébastien a déjà entendu ma théorie. Mais bref. Pour ce qui est du synopsis de Star Trek The Motion Picture, un immense vaisseau spatial / nuage stellaire / je sais pas trop quoi, s'en vient vers la Terre. Et évidemment, l'Enterprise est le seul vaisseau du système solaire à être capable d'aller à l'encontre de ce phénomène. Ils finissent par rentrer à l'intérieur de ce nuage et de découvrir que l'alien qui essaie de venir sur Terre pour rencontrer son créateur, il s'agit en fait de Voyager 6. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. Écoute, t'as parfaitement résumé la patente. Moi, sais-tu comment je l'appellerais le film? Parce que t'as-tu un autre titre? Ben, moi, 2002, l'Odyssée de l'espace. Ouais. Ma théorie, c'est ça, c'est que ça s'écoute pas comme un film de Star Trek. Faut pas que tu écoutes ça comme un film de Star Trek. Ça touche à des éléments de Star Trek, des éléments philosophiques, appelons ça comme ça. Mais il y a beaucoup de choses qui marchent pas dans ce film-là, parce que ça essaye d'aller dans une direction qui est pas propre à Star Trek. Mais parle-moi de ta vision des choses, parce que moi, je l'ai déjà vu souvent. Je t'en ai déjà parlé, mais toi, je crois que c'était la première fois que tu écoutais ce film. Non, je l'ai vu plusieurs fois, regarde. Okay. J'ai mis ça ici en arrière, un accessoire. Oh! J'ai la collection l'intégrale en Blu-ray. Je les ai tous vus plusieurs fois. Reste que mes préférés, c'est quand même 2, 4 et 6. Je crois que le 3 est juste un peu plate. Ben, c'est parce que le 3 était nécessaire, hein? Oui. Dans le sens où, pour ceux qui ne le savent pas, là, à la fin de Wrath of Khan, Spock meurt. Mais à l'époque, ça a l'air que les fans étaient furieux que Spock soit mort. Là. Il était vraiment en tabarouette. Là. Puis il y a eu comme une espèce de mouvement de masse du fandom là, qui le prenait vraiment pas. Fait que là, les réalisateurs, ils ont fait comme OK, on va corriger ça. Puis ils ont donc créé Star Trek 3 pour faire revivre Spock, essentiellement. T'sais. Mais les impairs, qui sont considérés par pas mal tout le monde les plus faibles, et moi aussi, souffrent les 3 de la même maladie. La maladie du « je m'en sacre ». Il n'y a absolument rien qui fait que j'ai que I give a shit genre à l'histoire qui nous montre. Et pour moi, j'ai écouté, j'ai vraiment fait un effort pour écouter le Star Trek The Motion Picture. T'sais, comme tu le dis. Ouais. Ça a duré 1 heure. Après 1 heure, j'ai fait comme man. Je comprends, là.
Mais il y a une tentative de dire quelque chose dans 2001. Dans Star Trek The Motion Picture, là, il y en a pas. Genre, ce film-là, il y en a pas. mais c'est parce moi, je trouve qu'il y a deux affaires dans ce film-là qui essayent de fonctionner en parallèle, mais ça fonctionne pas très bien. Le premier aspect, c'est l'aspect de Star Trek, où on a un aspect philosophique, où on a Bones qui est d'un bord, Spock qui est de l'autre, et Bones qui est le super, pas enragé, mais émotif, très vif. Ouais, plein de emotions. Pardon? Plein de human emotions. Et voilà. Et puis, tu as l'opposé, évidemment, qui est Spock, qui est la logique incarnée. Puis, tu as Kirk entre les deux qui fait la balance, qui est le personnage qui permet de pencher d'un côté comme de l'autre. Et dans Voyager 1, pour ceux qui ça fait longtemps qu'ils ont écouté ce film-là, ça parle essentiellement de est-ce que c'est tout ce qu'on est? Est-ce qu'il y a autre chose après? Est-ce que nous sommes plus que la somme de nos parties? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il y a une entité plus puissante que nous? Essentiellement, c'est ça les questions qui sont soulevées. Mais parallèle à ça, au lieu de s'en tenir à cette psychologie Star Trek, ils ont essayé de nous faire de la Starship porn en plus. Ouais, mais tu sais quoi? Moi, là, c'est ce que je donne le plus à ce film-là. C'est la qualité visuelle de tout ça, de tout ce qui est Starship. Mais tu sais, pour en revenir à ton affaire, oui, ok, ça, le côté philosophique, on le voit. Mais le problème, la première chose, c'est, je vais te poser une question, y a-t-il une histoire dans ce film? Y a-t-il une histoire qui justifie 2h30 de film? Mais c'est ça que je te dis. C'est que ils ont essayé de prendre assez de matériel pour faire un épisode de 40 minutes de Star Trek, puis de remplir ça avec de la Starship Porn pour en faire un film de 2h30, tu sais. Fait que c'est tellement dilué qu'on se perd dans la continuité de l'histoire. Mais c'est pour ça que je te dis que moi je trouve que ça aide de l'écouter comme un 2001, où est-ce que quand le vaisseau dans 2001 entre justement dans l'espèce de trou noir, puis là il y a des affaires de couleurs qui brillent, puis on se croirait vraiment dans Star Trek, on se croirait vraiment de ce passage-là de 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est pour ça que moi je fais le rapprochement entre ces deux films-là. C'est justement l'esthétisme des couleurs, des graphiques à l'ordinateur, tout ça, pour l'époque d'ailleurs qui était vraiment bon, là. Ouais, écoute, c'est ça. Moi, ce que je blâme vraiment, puis ce que j'haïs de ce film-là, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas une histoire en tant que telle qui va t'embarquer. Il n'y a pas quelque chose dans lequel les personnages vont grandir, passer à travers. Il n'y a comme pas de... Ben, ça, j'avoue que, je parle souvent de l'espèce de cheminement de mon personnage principal que je veux voir, tu sais. J'avoue, parce que, évidemment, toi, tu as essayé de voir ça comme moi, je le vois, ce film-là, et moi, j'ai essayé de le voir comme toi, tu le vois, ce film-là. Et puis, on s'entend, là, on n'a pas peur pour Kirk, puis Spock, puis McCoy. Non, c'est une seconde, là. C'est ça, le bug. Écoute, l'Enterprise ressort de là... Nickel. Ok, moi, tu sais, parenthèse, j'ai quand même un problème avec le fait que dans toutes les films de Star Trek, là... Belle autocensure. Tout le temps l'Enterprise. Non, mais c'est vrai, tu sais. Ah, il est tout le temps scrap. Il est tout le temps, à tous les films, ils détruisent l'Enterprise, puis je suis comme, bon... il y a autre chose qu'ils peuvent faire, mais là, je suis en train de chialer, c'est le contraire, c'est vrai. Mais un petit peu de dégâts, tu sais, juste un... Mais moi, c'est pas le fait que le vaisseau s'en sort qui me dérange. C'est le fait que c'est un film sur Star Trek, tout l'équipage d'Enterprise est là, sauf 2 personnages supplémentaires. Et puis, c'est lesquels les personnages qui survivent pas à l'histoire? Qui auraient dû leur mettre des chandails rouges. Mais... Il aurait tellement dû leur mettre des white shirts. Non, mais
Parce que... Excuse-moi, excuse-moi de te couper, mais c'est juste que j'ai vu un meme cette semaine. C'est le capitaine Picard, pardon. Capitaine Ricard, ça c'est ma femme. C'est ça. On voit comment ça marche chez vous. C'est le capitaine Picard avec un suit rouge. Puis là, c'est un meme, tu sais. Fait que là, ça dit il a porté un chandail rouge pendant 7 ans. Puis il s'en sort indemne. Ouais, j'ai déjà vu, c'est vrai. Ben, c'est Picard, mais il est trop hot. C'est parce que c'est Xavier en même temps, tu sais. Fait que ça, ça le protège. Mais, oui, c'est ça, c'est que. Bon, t'as jamais un moment où tu crains pour les personnages. C'est comme trop facile. Tu sais, ils sont capables de communiquer avec une affaire que personne n'est capable de. Tout se fait tellement facilement et rapidement. Que il y a ça, tu fais que... Ah, puis l'affaire aussi qui m'a frappé énormément dans ce film-là, c'est comment il est froid. Tu sais, c'est un film sur l'humanité. Le froid, ok, ouais. Tu sais, c'est un film sur l'humanité, mais il y en a pas dans le film. Mm-hmm. Tu sais, les humains sont hyper froids, les relations entre les personnages sont très froides, il y a pas de... Ouais. Ben écoute, parlons-en des relations entre les personnages. Ça, c'est une affaire qui m'a buggé, là, puis je l'avais pas vu avant, cet aspect-là, mais cette fois-ci, ça m'a vraiment énervé. Il faut juste que je retrouve les noms des personnages. Il y a Ilia, puis Decker, et voilà. Decker, ça, c'est l'espèce de capitaine qui se fait démotiver, démoler, non, démouvoir, démotion, en tout cas, bref, recalé au rang de commandant. Bref, Decker, le commandant Decker, arrive sur le pont. Puis là, il y a la nouvelle pilote du nom de Ilia qui se pointe. Puis là, on comprend qu'ils ont déjà eu une histoire d'amour, là, mais que Decker, ça reste encore, il reste accroché, puis tout ça. Puis là, la sonde ennemie a détruit Ilia. Ouais. Puis il s'en sac, là. Alors, moi aussi, ça m'a frappé, cette shot-là. J'étais comme, OK, il y a aucune réaction, le gars, là. Il s'en fout complètement, là. Mais tout l'équipage tourne la page, là, comme... Merci, bonsoir. Oui, mais... non, mais... J'ai trouvé ça weird. Ah non, j'ai trouvé... C'est ça, c'est comme... Man... Plutôt que de nous mettre l'opposition de l'homme et la machine, tu sais. La machine, le Voyager qui... veut accomplir... Tu sais, c'est comme t'as pris une machine simple à laquelle on a donné une intelligence. Une planète de machines, à quelque part. En tout cas. Bref. Mais cette machine-là reste une machine qui n'a qu'un but, qui est de faire son affaire puis de transmettre à la Terre. Transmettre au Créateur. Ils n'ont pas pris l'occasion de mettre en opposition l'humain et la machine. Mm-hmm. L'humain qui a des émotions, ils en ont pas d'émotions. Ils font des jokes, puis même à la fin, avec justement Bones qui fait comme tu sais, parce que bon, il crée une nouvelle forme de vie, puis and with all that human emotion, haha. Oh, mais man, vous autres, vous n'avez pas montré une seule fois de l'émotion de. Je veux dire, vous êtes pas plus. Vous ressemblez tous à des vulcains. Tu sais, c'est espèce de vulcain. Ta mère, c'est un vulcain. Mais il y a une couple d'affaires aussi comme ça qui m'ont dérangé, tu sais. Les espèces de détails superflus dans les films qu'ils mettent des fois, tu sais. Puis comme Voyager 6. Pourquoi 6? Pourquoi pas s'être contenté de 1 ou 2, genre ceux qui existaient déjà? Et voilà. Pourquoi absolument essayer de se projeter dans le futur, tu sais, avec Voyager 6, puis finalement d'utiliser un Voyager qui est exactement comme Voyager 1 ou 2, là, tu sais. C'est le même design, là. Pourquoi pas appeler ça Voyager 2, merci, bonsoir. Non, mais puis là, tu mets la fameuse plaque en or sur le côté, puis le disque qui roule, puis tu sais. Ah ouais. Mais, puis pourquoi penser, sérieusement, là, bon, on est quand même 40-50 ans plus tard du launch des Voyager, là. Pourquoi t'en aurais vraiment besoin d'en envoyer plus, là? À quoi ça sert? On s'entend-tu que... Puis tu sais, ok, Star Trek, ça se passe c'est en 2300, donc au 24e siècle. Ben, ça dépend des... Ah non, c'est juste ça, c'est en 2200, je pense.
encore. Ouais, ils sont beaucoup plus Donc c'est au 23e siècle. Proche, en tout cas. Sérieux, ouais, là? bref, À la vitesse que Voyager avance, là. N'importe laquelle, là. Tu sais. Entre le 20e siècle et le 23e siècle, c'est-tu vraiment assez long pour que ça se rende à quelque part, là? Fait que tu sais, il y a des détails comme ça que je trouve qui ne fonctionnent pas dans ce film-là. Un autre détail que je trouve qui ne fonctionne pas, c'est qu'ils disent que l'espèce de vaisseau spatial dans lequel, au cœur duquel le Voyager se trouve, ils disent que ça fait 82 AU. C'est quoi des AU? Et voilà. J'ai failli te la poser comme question du goût, mais j'en ai trouvé une bien meilleure. AU, c'est une unité de distance qui représente la distance entre le Soleil et la Terre. Oh, man! Un AU, c'est la distance entre le Soleil et la Terre. Le vaisseau de Voyager fait 82 AU. Ah, mais ça, c'est avec le nuage. Ben oui, mais tu comprends que ça veut dire que le nuage, là, il est gros en tabarouette, là. Ah, ça fait tout le système solaire facile. Ouais, là, quand même. Ouais, ça fait, ouais. Fait que là, tu sais, à un moment donné, ils disent « Ah, le nuage était comme 1 heure de la Terre. » Il est à 1 heure de la Terre depuis longtemps, là, à la vitesse que ça va, puis à la grosseur que ça a, là. Si le nuage est à 1 heure de la Terre, ils ont encore une couple d'heures avant de se rendre parce que le vaisseau est au milieu du nuage. Ouais. Ils sont bien corrects. Plein de ces détails-là que je trouve totalement inutiles, tu sais. Le vaisseau aurait pu être gros comme une planète. Je sais pas, là, tu sais, ça aurait pu être n'importe quoi, là. Il y a beaucoup de détails trop lourds. Il essaye de nous en mettre un peu pour nous... Puis tu sais, je disais, la célèbre scène où est-ce qu'on voit l'Enterprise sous tous les angles et toutes les coutures et... Non, mais écoute... D'où l'expression de la Starship Porn. Là. Ça vaut la peine de voir juste cette scène-là. Maintenant que tu vas pas voir le film au complet, là, ça vaut la peine de voir cette scène-là. Il y a quelque chose... En tout cas, avec la musique, peut-être qu'on reparlera après, là. Ouais. C'est vraiment, vraiment... En tout cas, moi, j'aime ça. Ça vient me chercher dans mon geek profond. Là. Ah, mais ouais. Ce qui m'écoeure de ce film-là aussi, c'est que ça dure 2h30. Enlève toutes les scènes inutiles. Okay? Mm-hmm. Enlève toutes les scènes où les gens regardent quelque chose. C'est interminable. Il y en a une à un moment donné, là. Ils sont toutes là, sont statiques, sont figés, ils regardent. Puis sérieux, là, ça dure 10 secondes. Pense-y, là. 10 secondes. Ah, c'est long. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ah, c'est long. 9. J'ai mal. 10. C'est interminable. Tu sais que tu viens de me donner une idée drette, là. Je vais pogner, genre, ça me tente de pogner juste l'image de ces scènes-là, genre. Puis... Ah, t'as l'édité. Tu l'édites, tu changes ça, genre, pis tu mets du son de film de cul, tu sais, avec de la musique, pis des bruits de gens qui sont en train de fourrer, tu sais. Pis tu sais, genre, des cris de jouissance, pis tout, pis juste les gens qui regardent, comme. Pis là, genre, ça coupe, là. Écoute, j'y pense, ça doit exister, jamais je croirais que ça existe pas. Mais ça serait débile. Star Trek 1, genre, mais avec une trame sonore de film de cul. Parce que c'est vrai, c'est long, c'est pénible, c'est con. Puis enlève les scènes inutiles, plus les scènes où le monde y regarde des affaires. Qu'est-ce qui te reste? Pas grand-chose. 40 minutes. Ouais. Un épisode de Star Trek. Même que les épisodes, à l'origine, je suis pas sûr qu'ils faisaient 40 minutes. Il était plus long que ça. C'était 50 à peu près. OK. Parce que dans le temps, il y avait moins de pubs ouais, c'est ça. à la TV. Mais écoute, arrêtons de parler de ce film-là sous ses effets, sous ses aspects négatifs. Parlons des bonnes choses de ce film-là. Qu'est-ce que tu as aimé de ce film-là? On parle toujours du scénario, là. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'autres choses qui fonctionnent. La musique fonctionne, les effets spéciaux, c'est hot, puis tout, là, mais on en parlera tantôt. Du point de vue du scénario. Du point de vue du scénario, rien. Le scénario, je le trouve pathétiquement mince et mauvais. Ouais. Il y a rien que je peux faire comme dans le scénario. À part, écoute, je sais pas si c'est dû au scénario, là. La seule chose que j'aime de ce film-là, vraiment, là, c'est qu'on voit
plus de l'intérieur de l'Enterprise qu'on n'a jamais vu. Mm-hmm. Tu sais, ça nous donne pour la première fois une idée de la dimension de la patente. Parce qu'on savait que c'était gros. Mais c'est con, mais juste la scène où il parle à tout l'équipage, dans l'espèce de gigantesque salle de jeu, là, Ouais. déjà, j'ai vraiment aimé ça parce que ça donne une idée de « Hey, c'est gros, là. » S'ils ont besoin d'une salle commune, ça doit être gros. Tu sais, t'écoutes même dans la série Next Generation, tu sais, c'est quand même... L'Enterprise est encore plus gros dans Next Generation. Là. Ouais. Beaucoup plus gros en plus dans Next Generation. Ouais. Quand ils mangent, ok, je comprends que c'est le truc des officiers, mais il doit y en avoir des officiers en... S'il vous plaît, là. C'est minuscule. Ah ouais. C'est minuscule. C'est un petit salon, là. Ouais. Mais dans un vaisseau où il y a comme 1000 personnes, là, il doit y avoir beaucoup plus d'officiers que ça, là. Ouais. Mais sinon, qu'est-ce que tu as pensé de William Shatner dans cette production? En tout cas, il y a un commentaire que je peux dire qui englobe tous les acteurs, c'est ça. C'est la froideur. Était pas mal là aussi dans lui. Il est Kirk mieux que dans les épisodes même. Je trouve que tu sais dans l'ancienne série il était pas débile, mais il y a un... Il manque quelque chose. Ben, il manque l'humour. Puis ça, il n'y en a pas du tout dans le... Il n'y en a pas du tout dans ce film-là. Mais il manque ça à Kirk. Moi, j'ai aimé un aspect qui est un peu d'aspect de rage de Kirk. Mm-hmm. Qui est très présent. Puis qu'il met aussi, évidemment, en opposition avec Spock. Cette espèce de rage d'avoir à dealer avec le gars qui veut son commandement, mais lui, l'amiral qui veut continuer à diriger un vaisseau, tout ça. Il y a comme une espèce de hargne, mais qui tempère quand il juge que le commandant second passe un bon commentaire. Ça, c'est quelque chose que j'ai apprécié du personnage. Maintenant, est-ce que j'ai trouvé que William Shatner était particulièrement bon dans ce film-là? Très ordinaire. Non, ben, ouais. Puis tu sais, c'est pas sa meilleure performance de Kirk. Là, on est loin de Wrath of Khan. Ben oui, qui est le summum ultime. Là. Mais c'est qu'il... Je sais pas, il manque quelque chose. Il manque le côté de Kirk qui... excusez. Kirk, il perd jamais. Kirk, là, il trouve toujours la manière de se sortir de l'impossible. Le problème... Ben ça, tu sais, c'est une parenthèse avec le scénario. Le scénario ne le permet pas au personnage de trouver une solution à l'impossible. Il est jamais pogné dans cette situation-là. La solution, elle se fait trouver pour lui. À ce moment-là, tu perds beaucoup de ce qui fait l'essence du personnage. Et ça donne un Kirk vraiment, vraiment moins... À ce moment-là, tu perds... Oh, je m'entends. Qu'est-ce qui se passe? Excuse-moi. C'est la voix de Dieu. Mais... non, mais c'est que tu perds, c'est ça, ce qui rend le personnage intéressant. Parce qu'il n'y a pas ça. Il n'y a pas ce côté-là. C'est poche un peu. En tout cas, c'est mon avis. Non, je comprends très bien ton point. Puis c'est absolument véridique. Kirk est pas Kirk. C'est un peu poche. Leonard Nimoy? Ça paraissait qu'il avait pas le goût d'être là. C'était une gig alimentaire, je pense. Ah, lui, il était pas supposé jouer dans ce film-là. Lui, c'était fini. C'est pas qu'il avait mis une croix là-dessus. Là. C'était l'autre dude qu'elle allait remplacer, l'autre Vulcain. L'autre Vulcain? Celui qui meurt au début dans le téléporteur. Ouais? Ouais. Justement, comme... Ils ont commencé à tourner sans Leonard Nimoy. Parce que Leonard Nimoy a dit non, je le fais pas, je le refais plus. Là, moi, c'est fini. C'est fini Spock. Puis, il avait trouvé par hasard un autre science officer qui était un Vulcain. Et finalement, Leonard Nimoy a décidé de revenir. Fait qu'ils ont retourné des affaires avec Leonard Nimoy. Puis il a fallu qu'il fasse une mort au dude.
Eh ben, écoute, là, là, tu me cloues le bec, là. Je te donne un point bonus, bonus, non, pas le dire. un point bonus. Sur ta question du geek. Ouh, ça chauffe, ça. Mais, ouais, non, c'est ça. Puis ça paraît qu'il n'y avait pas, tu sais, que comme il est rentré par la porte de l'arrière, il l'a fait, là, puis il est pas là, tu sais. Mais ça explique beaucoup de choses que tu dis, en fait. Parce que c'est pas que Kirk qui dit ouais, on va avoir besoin d'un nouveau science officer, puis il sait que ce soit un Vulcain. Puis... Mais finalement, ça a été tourné avant la mort du gars dans le téléporteur. Fait que c'est ça qu'il disait au dude d'avoir un autre. En tout cas. Non, c'est hot. C'est hot. Ouais, fait que c'est pour ça qu'il a fallu qu'il tourne la scène sur Vulcain pour expliquer pourquoi il a quitté Vulcain. Puis d'ailleurs, ça explique rien. Non, c'est parce qu'il y a une... Écoute, les Vulcains, là, ils ont des pouvoirs vraiment, genre, ils évoluent, genre, de film. Ils sont capables de sentir des intelligences. Ouais, à travers les années-lumière. Ouais, c'est comme une intelligence, mais en même temps, c'est une machine. C'est ça qui est weird, ça. En tout cas, non, ça marche pas vraiment. Ben, je trouve que le personnage dans ce film-là fonctionne pas vraiment parce qu'on l'utilise pas. Non, ben, à part quand il décide d'aller dans le sphincter de la mort. Tu connais ouais, mais ça pourrait être n'importe qui, là, tant qu'à moi. Là. Ça aurait vraiment dû être Kirk. Là. Ouais, qui s'en va dans le jus. La nu. Ouais, le sphincter. Le sphincter de la mort, là, je l'ai surnommé. Non, mais... parce que... Non, en même temps, je trouve que ça marche que ça soit lui. Parce que c'est le scientifique qui veut voir qu'est-ce qui se passe. Puis en même temps, il est quand même obsédé. Là. Lui, il veut vraiment savoir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Là. Parce qu'il est curieux. Les autres sont prêts à le détruire. Les autres, ils sont comme... si ça marche pas, on va le détruire. Fait que moi, je trouvais ça correct que ça soit lui qui fasse ça. Mais c'est juste que je trouve que il est pas bien utilisé, le personnage, parce que sa force à Spock... C'est de lever un sourcil. Pardon? C'est de lever un sourcil. C'est de lever rien qu'un sourcil. Mais c'est aussi de... Évidemment, c'est la froideur de la logique, mais la sagesse par rapport à ça, et savoir qu'il y a autre chose, accepter qu'il y a autre chose que la logique pour gérer les humains. Puis évidemment, ça le met en confrontation, le triangle dont on parlait tantôt, là, mais c'est pas utilisé, ça, dans le film. Du tout. Mais c'est ce qui fait la force de la trilogie des 3 personnages principaux. Non, mais tu sais qu'est-ce que j'ai fait après avoir écouté ce Star Trek-là? T'es allé écouter Wrath of Khan. Non, j'ai écouté le nouveau, là, Beyond. Uh-huh. Puis là, j'ai fait, man, c'est tellement meilleur au point de vue des personnages, ce film-là. Tu sais, je veux dire, de ce que tu parles, tantôt, là, je parlais de Kirk, comment on n'avait pas son essence, là. Dans le fond, là, tu dis que Spock, l'essence, c'était pas dans celle-là. Quand tu regardes Star Trek Beyond, là, t'as exactement l'essence de chaque personnage. Parce que le film est surtout centré autour des personnages parce qu'ils sont pognés sur une planète, ils sont tout seuls, puis ils sont par groupe de 2. Fait que ça te permet de les développer. Puis j'étais là comme, wow, tu sais, c'est ça c'est ça qui me manque beaucoup dans Star Trek, c'est que les personnages sont pas complètement là, ce qu'ils font, qui ils sont, n'est pas là. Et il n'y a pas ce lien-là entre eux. Non. T'sais? Puis ça donne un Spock inutile. Ouais, vraiment. Ça donne un spot. De Forest Kelly. Malgré tout, malgré le fait que... Moi, je trouve que c'est un des meilleurs. Ben, c'est le meilleur. C'est parce qu'il y a aussi des lignes magnifiques. Ah ouais, non mais... C'est cool. Moi, écoute, la barbe. Man, c'est tellement sorti des années 70, là. Ah, c'est The Mother of All Beards. Mais, c'est-tu moi, un gros bonjour à mon oncle Roger. Ma chaise a fait encore plus de bruit que ça, je pense. Jigaloo. Mais c'est ça, bonjour à mon oncle Roger, il y a une barbe pareille à ça. C'est hallucinant, là, direct sorti des années 70. Ah, attends. Il retrouve-tu des choses dedans, des fois? Non. Mais c'est parce que ce qui est génial, là, bon, t'as Spock qui a la logique,
Mais t'as la sagesse. L'espèce de sagesse humaine de McCoy qui est vraiment incroyable dans ce film-là. Qui est super, qui donne des affaires juteuses. Puis en fait, il y a une certaine logique. Une logique humaine, évidemment. Très émotive, là, mais je l'adore. Je l'adore. Il fait du bien à chaque fois qu'il est là. Ben, je trouve que c'est vraiment le personnage le plus humain dans toutes de tous les personnages de l'Enterprise. C'est celui qui est le plus nous. C'est celui qui est le plus... Ben, on l'a dit tantôt, c'est vraiment celui qui est émotif. Là. C'est celui qui suit ses émotions. Mais ses émotions sont toujours très justes, je trouve. Ouais. On parle de Star Trek The Motion Picture, mais on parle aussi des Star Trek en général. Là. Je trouve que c'est vraiment celui qui réussit à mettre le doigt exactement à la bonne place sur pourquoi il réagit dans telle circonstance, dans telle situation. T'sais. Fait que ça le rend très, très humain. Ouais. Puis, je sais pas, il y a comme un attachement envers ce personnage-là. Puis l'acteur est bon. Fait que, ouais, écoute, The First Kelly. L'autre jour, j'ai écouté City on the Edge of Forever. Un des... qui est probablement le meilleur épisode de la série originale. Là. C'est l'épisode où il s'injecte accidentellement avec une espèce de médicament puis ça le rend fou. Là. Ah, je me souviens pas de tout. Puis ils s'en vont sur une planète, il y a un portail pour voyager dans le temps. Il saute dedans. Fait que là, il faut que, tu sais, l'espèce d'entité qui est le portail, elle peut pas arrêter, elle peut pas dire, ok, c'est là qu'il est allé. Fait qu'il faut qu'il reparte la séquence. Puis il faut qu'il trouve le moment où Bond s'est pitché dans le temps parce que l'Enterprise n'existe plus, il n'y a plus rien qui existe. Fait qu'il faut qu'il répare ce qu'il a fait. C'est génial, c'est écœurant, c'est du grand... C'est un des bons épisodes parce que pendant un bout de temps, t'as juste Kirk pis Spock tout seul. Fait que t'as vraiment la relation des deux ensemble. Pis t'as DeForest Kelly qui arrive avec toute son émotivité, son affaire. C'est génial. Mais finalement, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est qu'il y a une femme qui est là, qui est au centre de toute la patente, avec laquelle Kirk tombe en amour, puis qui aide McCoy. C'est juste que McCoy, il a sauvé la vie. Il fallait pas. Il fallait qu'elle meure. Ah. Ben, il faut que la laisse mourir. Pis ça, je trouvais c'est tellement bon. Là. Mais c'est ça que je te dis, tu sais, le personnage de McCoy, Bones, c'est vraiment le personnage le plus humain. Ouais. Tu sais, qui prend pas nécessairement les bonnes décisions pour le grand plan de l'univers. Tu sais, il prend pas les bonnes décisions à long terme. Tu sais, c'est pas un stratège. Lui, c'est maintenant. Là. Ça marche pas. C'est pas éthique de faire telle affaire parce que telle raison. T'sais. C'est très, très humain. T'sais. En tout cas, j'aime tellement ce personnage-là. Ah, je l'adore. Puis, encore une fois, pour moi, c'est la meilleure chose de Star Trek The Motion Picture. C'est à chaque fois qu'il est là. Il me rappelle que je regarde un film de Star Trek. Ah ouais. James Doohan. Ben, regarde, veux-tu bundler genre tout le reste des pages? Ouais, moi, James Doohan. Le reste. Parce qu'il n'y a pas grand-chose. Scott, Walter Koenig, Michel Nichols. Je te propose de quoi? Ah, vas-y. On prend chacun des personnages secondaires, ben en tout cas de l'équipage, puis un mot sur chacun des personnages. OK, James Doohan. Stash. Qu'est-ce que tu veux que je dise après ça, man? Non, mais à vous, là. Moi, c'est suit. Ah oui. Le suit. Avec les ronds. Ouais, d'ailleurs, ben, on en reparlera un peu dans les décors costumes tantôt, là, mais... Ouais, suit. Chekhov. Torpedoes. Moi, j'allais dire inutile. Moi, je vais passer à ça en premier. C'est quoi le but d'avoir un officier militaire des armes sur un vaisseau d'exploration? Ouais, mais dans le... Il me semble qu'il est navigateur. Non, c'est un officier ouais, mais militaire. je sais, mais dans la série, c'est un navigateur.
Oui, t'as raison. T'as Sulu qui pilote, puis c'est le navigateur. Fait que je comprends pas pourquoi ils l'ont pas juste mis. Aux armes, ça... Ben, après ça, dans les autres films, il est un navigateur aussi. Non, dans Wrath of Khan aussi. Dans Wrath of Khan, il est même pas un officier de l'Enterprise. Il est sur un autre vaisseau. Ouais, mais il revient après. Après que, il se fait rentrer la bébite dans l'oreille, puis il revient sur l'Enterprise, puis il a fait des shields, puis là, du code, puis tout, là. Il commande des armes. Dans le fond, là, c'est d'habitude, même dans la vieille série, c'est que la personne qui est le navigateur, c'est elle qui pèse le piton pour tirer. Ben, ça a l'air à tirer tout seul, cette affaire-là, on s'entend, là. T'as pas l'air d'avoir besoin de viser, là. Donc, ça a l'air de faire comme... Ça tire. Bref. Oura? Chicken Epoch. Là, c'est toi qui me coupe l'herbe sous le pied, là. C'est tellement ça, en plus, là. Elle répond à 2 besoins dans cette série télévisée-là. Avoir une fille, une minorité avoir un black. C'est ça, là. Elle sert à ces 2 affaires-là. Ça n'a pas de sens. Elle dit rien, elle sert à rien. Pourtant, là, dans la série, il y a quelque chose de majeur qui se passe avec elle. Là. À un moment donné, elle et Kirk s'embrassent. Et c'était la première fois à la télé qu'un blanc et qu'une noire s'embrassaient. Mais ça, j'avoue que c'est quelque chose... De façon générale, les nouveaux Star Trek, là, je peux pas dire que je suis vraiment un fan. Par contre, c'est vraiment, je trouve, un meilleur Uhura dans la nouvelle série. Ben ouais. Un meilleur concept de personnage, parce qu'on comprend que c'est une linguiste, la fille. Les ordinateurs sont pas toujours capables de comprendre ce que les gens se disent. Fait qu'elle, un de ses talents, c'est de comprendre la structure des langues, tu sais. Ça a du bon sens. Ouais. Parce que la réceptionniste dans Star Trek de la patrouille du cosmos, là, man, inutile. En tout cas, mais oui, Chicken a bucket. Avec une banane dans l'oreille. Mais... Ah non, je dois dire que les nouveaux Star Trek sont meilleurs pour tous les personnages aussi. Tout le reste de l'équipage, là. Ils ont donné plus de place que dans les anciens, là, où genre le reste de l'équipage, c'est vraiment juste des... Ouais. Je suis d'accord. Des accessoires. Hikaru Sulu? Je dirais double minorité visible encore une fois. Il est juste là pour se faire brûler. Non, il est vraiment inutile là-dedans. Sauf que, encore une fois, c'est un Chinois, puis c'est un gay. Japonais. Mais... Non, mais... Hey, tu sais, j'ai remarqué quelque chose en parlant de Sulu dans ce film-là. C'est à peu près un des seuls films, je trouve, où on voyait, à part les nouveaux films, là, où on voyait la manette de vitesse. Uh-huh. Parce que tu sais, c'est vraiment c'est un truc qui t'augmente comme ça, là, pour le warp, là. Mais moi, Georges Takei, je le suis sur Facebook. OK. Écoute, d'ailleurs, s'il y a des gens qui nous écoutent qui n'ont pas aimé sa page Facebook, là, pitchez-vous là-dessus. Là. Le gars, là, il est hilarant. Il met des affaires sur Facebook, là, genre 15 fois par jour. C'est tout plus drôle les uns que les autres. Puis à un moment donné, c'est ça, il y a un post qui disait je vais pas me la péter, mais tu sais, l'espèce de joke plate qui dit que les Chinois sont poches à chauffer des chars, là. En tout cas, moi, j'ai chauffé le plus gros vaisseau de la galaxie pendant des années. Je fais mentir le stéréotype. Il est pas si gros que ça, l'Enterprise. Là. C'est juste un petit vaisseau d'exploration. Là. Il exagère la grosseur de son vaisseau. Oh! On en arrive maintenant à nos 2 redshirts. C'est qui ça, Persis Kambata? C'est une excellente question. Allons voir ce qu'elle a fait dans la vie. Parce que elle est pas mal... Elle est morte? Pas mal inutile. Elle est morte. À 49 ans, man. Elle est morte en 88. En tout cas, sur Wikipédia, il n'y a rien. Allons voir sur IMDb. Là, moi, je suis sur Comment elle est morte en 88 puis elle a des crédits de 98? Ah, elle est morte en 98, excusez. C'est pour ça.
Ah, elle a joué dans Lois and Clark, man. Un épisode. Oh, un épisode de MacGyver. Jazeera. MacGyver. Rien de bon, man. First Strike. Vraiment pas grand-chose. Elle a joué dans un film qui s'appelle Kamasutra Volden Dung der Liebe. C'est ça! Ouais. Ça a l'air qu'avant de faire le film, elle avait les cheveux vraiment, vraiment longs. Et puis que, ben évidemment, elle a dû se faire raser la tête pour le rôle. Là. Et puis, elle a fait conserver ses cheveux. Comme genre, elle s'est fait faire une perruque de ses cheveux. Au cas qu'ils ne repoussent jamais. Shit. Ah, là, tu veux dire, c'est pas de la chimio là, que tu t'es fait faire. Là. C'est une coupe de cheveux. Là. C'est pas... Elle est morte. Elle est morte d'une crise cardiaque. Et à 49 ans. Ah, c'est une Indienne. Elle venait de... elle est née à Bombay. Hein. Puis elle est morte à Mumbai. Ouais, elle est pas bonne. Non, hein? Elle est vraiment pas bonne. Puis elle sert pas à grand-chose non plus. C'est une legs in a bucket. En fait, elle sert à savoir jusqu'à où la jupe peut être courte avant qu'on y voit le bonheur. Parce que... avant qu'on y voit le bonheur. Parce qu'elle est vraiment... Écoute, je regardais ce film-là, là, puis j'étais stressé pour elle. Là. J'étais inquiet un peu. Là. Faut pas qu'elle se penche par en avant. Non, c'est ça, genre. Faut pas qu'elle échappe de quoi. Sinon, ben, en plus, avec Kirk autour, là, état. Kirk qui a couché avec tout ce qu'il y avait dans l'univers. Là. Je suis sûr qu'il voulait essayer une chauve de même. Mais bref, on a arrêté de parler de nos un mot. Là. Ah ouais. Le prochain? Stephen Collins qui joue Willard Decker. Pédophile. Non, mais... c'est que... c'est tellement gratuit. Oh, mais non, l'acteur, il a été... Pour de vrai? Ouais! Attends une minute, là. Stephen Collins, si je me souviens bien, là... en plus, il jouait dans une émission où il jouait Sexual Abuse Allegations. Apparemment qu'il a eu des... Ouais, il a abusé... Oh my God, c'est le gars qui fait le père... Le père dans Seventh Heaven. Non, oui, mais il fait aussi le père de Andrew Bernard dans The Office. Écoute, je pense que oui. Oui, c'est ça! Il y a eu il a admis avoir une conduite sexuelle inappropriée avec des mineurs... avec 3 filles mineures en 73, 82 et 94. Ah ben, tabarouette, j'ai mon voyage. Parce que j'avais pas réalisé que c'était lui, parce qu'évidemment, c'est un film de 79. Mais tu le sais très bien, évidemment, que moi, je suis un fan fini de The Office. Il fait Walter Bernard Senior. Ah ben, tabarouette. Mais il a touché à des choses qu'il fallait pas qu'il touche. Et il touche à V'ger. Un V'ger. Un V'ger. Ouais, il met la main dans V'ger à la fin. Mais... moi, j'aimerais ça qu'on parle des décors, des costumes et compagnie. Les costumes, là, c'est-tu assez lettre? Pourquoi, genre, ils se sont dit, il y a bien du monde, je sais pas si ça vient de Gene Roddenberry, parce que ça arrive à 2 places où ils se disent, les gens dans le futur, là, ils vont porter genre des One Piece, là, tu sais. Ils vont tous porter des suits One Piece, ça va être écœurant, tu sais. D'ailleurs, ils ont eu ce même réflexe-là, c'est ça, au début de Star Trek The Next Generation. Puis à la saison 2, ils ont fait comme, ah non, ça n'a pas de bon sens, ça va être des pantalons puis un chandail, tu sais. Comme le monde, il pisse pas dans le futur. Non, mais... une affaire très intéressante par rapport à ça, d'ailleurs, c'est que ça prenait 2 personnes pour habiller un acteur. Parce que les suits qui étaient comme trop inconfortables, puis ils pliaient pas assez, puis ça prenait 2 personnes pour habiller un acteur.
Puis quand ils ont commencé à parler de faire un deuxième film de Star Trek, The Wrath of Khan, ils ont dit, les acteurs ont dit, OK, on embarque, mais il faut pas que ce soit les mêmes costumes. Ça n'avait pas de bon sens. Alors, c'est ridicule. Et c'est pour ça que les uniformes sont différents à partir de l'épisode de Star Trek 2. Mais il y a juste dans Star Trek 1 que c'est pas les originaux, mais c'est pas les nouveaux non plus. Sais-tu avec quoi ils sont faits les costumes de Star Trek 2? Avec les costumes de Star Trek 1. Parce qu'il y avait tellement pas de budget qu'ils ont juste essayé de trouver des manières de recycler tout. Ah ouais? Même le pont d'Enterprise a été recyclé, c'est juste qu'ils l'ont changé un peu. Ils ont essayé de... Parce que ça a tellement été un flop, le motion picture, qu'il n'y avait pas d'argent. OK. Genre, il y avait à peu près pas d'argent pour faire Wrath of Khan. Fait que le réalisateur a fait comme, garde, on va se débarrasser de tout ce qui est superflu, là. On va recycler, on va essayer de teindre les affaires, tu sais. Puis c'est comme ça qu'ils ont des... Mais il y a des costumes qui restent comme tu sais, le truc, là, de... Le blanc là, des ingénieurs. Des ingénieurs. D'ailleurs, je comprends pas, là. Ils portent ça à un moment, puis là, après ça, Scotty, il est quasiment jamais là-dedans. Je fais comme, man, il doit avoir une fonction, ce soupe-là. Tandis que dans les autres films, on le voit quasiment tout le temps là-dedans, là. Puis justement, dans Star Trek, là, on sort un peu de notre film, mais dans The Wrath of Khan, à un moment donné, il y a un truc qui explose, puis le gars, il est complètement brûlé. Ouais. Tu sais, il sert à quoi, le suit? À faire une cible, là, au cas où le vaisseau, il se passe... il y a quelqu'un qui rentre dedans, c'est comme « Shoot here ». Bref, les costumes sont pas super hot, là. Non. Et une affaire que je trouve absolument magnifique, puis dis-moi si tu as remarqué ça aussi, les maquillages. Ils ont essayé de... Parce qu'évidemment, entre la fin de la série et le film, il y a comme 12 ans à peu près, là, 10-12 ans. Fait que les acteurs avaient vieilli beaucoup, puis ils voulaient éviter que cette différence d'âge-là paraisse. Fait qu'ils ont fait des ombres sur les joues des acteurs pour les faire paraître plus minces. Ah, je vais pas... Ça m'a pas frappé. Sur Kirk, là, c'est horrible, là. Ben, tu le vois-tu sur le Skype en ce moment, la petite image, là? Sur les images que tu as choisies, il y en a une qui paraît vraiment beaucoup. Non, je t'appointerai quand on la verra bientôt, là. On voit... Ouais, mais... Excusez. Ouais, non, les costumes, c'est pas beau. Mais, il y a une affaire que ce film-là que j'adore. C'est tous les vaisseaux, man. Les vaisseaux, tous les trucs. Il y a un niveau de détail. Ok, bon, on s'entend là. Regarde, excuse-moi. C'est là l'image. Ah ouais, je la vois. C'est horrible. C'est horrible, l'ombre sur les joues de Kirk. On le reconnaît pas. Là, c'est vraiment weird. Ce que j'aime, c'est qu'ils ont des manteaux. Pourquoi ils ont des manteaux? Ils changent 50 fois de soude dans le film. Mais... on va enlever j'ai décidé de passer outre, en tout cas moi personnellement, les fenêtres où tu vois des gens en 2D. Chaque fois que tu vois une fenêtre de l'extérieur, là, tu vois que c'est comme ils ont mis quelqu'un, puis tu vois, il n'y a pas de profondeur. C'est pas grave, ça me dérange pas ça, on est à la fin des années 70. Mais le détail des vaisseaux à l'extérieur, là, c'est phénoménal. Là. C'est incroyable. Là. Que ce soit la station spatiale là, qui coûte, tout ça, c'est débile. Ah ouais, c'est absolument magnifique. Mais tout ce qui est effet visuel, tu veux dire, quand mon rapprochement avec 2001, l'Odyssée de l'espace, là, quand il rentre dans le nuage, là, la beauté du décor, c'est hallucinant. Les couleurs, les formes. T'as envie d'écouter ça, t'as envie de regarder ça. On parle souvent de Starship Porn, puis oui, la scène où est-ce qu'on voit le vaisseau est beaucoup trop longue, mais je comprends ton point que c'est efficace, là, ça fonctionne, puis on parlera de la musique de Jerry Goldsmith plus tard, là, mais... Ah, wow! Oui. Visuellement, c'est malade. Débile. Comme je disais dans les show notes, il n'y a pas un film de Star Trek qui en a fait autant. C'est peut-être les nouveaux pour le pont. Le pont est très détaillé, c'est correct. Mais l'extérieur, il n'y a rien qui me frappe comme juste cette scène-là où tu vois l'Enterprise. Il y a quelque chose... C'est
la meilleure scène du film parce qu'il y a ça, il est beau l'Enterprise, puis c'est con, mais Kirk qui regarde son vaisseau, tu sais, c'est vieil homme et la mer. Ouais, puis le vaisseau, tu sais, l'Enterprise c'est un personnage dans Star Trek, là. Oui. Fait que je trouvais ça hot qu'il y avait cette... Pour une fois, là, c'est ça, c'est lui, là, pendant 6 minutes, Kirk, là. C'est le centre, c'est l'Enterprise est le centre de l'attention, puis on l'aime toute l'Enterprise, hein, je veux dire, tout le monde, on est des tripeux de Star Wars, là. On aime les vaisseaux dans Star Wars, mais je sais pas toi, mais pour moi, il n'y a aucun vaisseau dans la science, dans n'importe quel film de science-fiction comme l'Enterprise. Si on me dit, genre, quel vaisseau, si tu pouvais en avoir un, lequel t'aurais, là? Ah, l'Enterprise. Il est vivant. Ouais. Il y a un âme, fait que c'est super. C'est pour ça que j'adore. Là, on voit les petits détails, les fenêtres, les lumières, les trucs. C'est magnifique. Ah ouais, c'est écœurant. Bon, moi, je suis prêt. Oh yeah! C'est chiant, je reçois des messages pendant ce temps-là, fait que ça va sur mon soundboard. Je me suis fait mal au cou. Essaye pas de t'en sortir. Sébastien. Ah ouais! Cette semaine, un spécial pour la question du geek. Pour une 50e fois. Je te pose premièrement une question bonus qui vaudra 3 points. Si tu réussis à répondre à la question du geek avec le pointage régulier, ça fait en sorte que tu as le potentiel d'avoir 13 points cette semaine et donc de dépasser ton high score de l'épisode qu'on a fait sur Monty Python and the Holy Grail. Ouais. Donc, ma question préparatoire, d'où vient William Shatner? De NDG. Oui! Très bonne réponse. C'est un Montréalais, pour ceux qui ne le savaient pas. Il a grandi dans Côte-Saint-Luc. Sur Côte-Saint-Luc, là, c'est un petit gars d'NDG de Montréal. Là. De l'ouest de l'île, là, un anglo, évidemment. Mais moi, j'étais allé à l'école dans NDG, puis j'ai jamais vu William Shatner. En tout cas, bref. Donc, la vraie question du geek cette semaine, puis je t'en ai déjà parlé à l'époque. Donc, on va voir si tu écoutes bien. William Shatner a grandi à Montréal. Ouais. Qui habite maintenant dans la maison de William Shatner? Je sais, il me l'a compté. Oh! Louis Est-ce qu'on a Lavigueur. un 13 sur 10 cette semaine? Louis Lavigueur. Yeah! Il me l'a compté. Il s'est fait réveiller à un moment donné par une équipe de tournage. Vas-y, parle-moi ça, c'était... Winner! Ouais. Voilà, Sébastien, bravo. Tu es un vrai geek cette semaine. 13 sur 10. C'est quand même Pour ceux très qui, pointu comme question. Pour ceux qui ne connaissent pas Louis Lavigueur, c'est un chef d'orchestre. Moi, je l'ai eu comme chef d'orchestre au Conservatoire de musique de Montréal. C'était notre chef de chœur et aussi notre chef d'orchestre à l'Orchestre symphonique. C'est aussi le chef de l'Orchestre symphonique des jeunes de Montréal. Donc, c'est quelqu'un qui est très connu, surtout pour les étudiants en musique. Même s'il m'a dirigé aussi à l'OSTR. Il a déjà fait une couple de concert pro. Là. Il dirige des orchestres pro aussi des fois de temps en temps. C'est un ancien flûtiste. Bref, toujours est-il que c'est ça, à un moment donné, j'étais au conservatoire quand Sébastien et moi, nous étions de jeunes gaillards. En fait, je ne sais même pas si tu étais au conservatoire. C'est peut-être même avant que tu rentres au conservatoire, parce que moi, je pense que c'était la première année que je faisais de l'orchestre. Donc, j'étais en 2e année de cégep. Donc, toi, tu devais être au secondaire encore. En tout cas, bref. Toujours est-il que c'est ça, à un moment donné, on était en répète, puis là, Louis Lavigueur, il arrête l'orchestre, il dit « Hey, il faut que je vous conte une affaire qui m'est arrivée en fin de semaine. » Dimanche matin, tranquille, chez nous, en bobette avec mon café, puis là, ça fait « ding-dong » à la porte. OK, c'est ça. Fait que là, il se met de quoi? Il s'en va ouvrir la porte. Une équipe de tournage avec William Shatner qui sont là.
Ouais, j'habitais chez vous quand j'étais petit, puis on est en train de faire un reportage sur moi, puis... Je trouve ça hallucinant. Il y a personne qui s'est dit, hey, on pourrait appeler avant. T'aurais dû le dire avec la voix de Châtelain. J'habitais chez vous quand j'étais petit. Et on a décidé de venir tourner pendant que t'es en bobette. Mais... 13 sur 10 cette semaine, Sébastien. Un nouveau high score. Pour le 50e, là, on regarde ça. Là. On va essayer de battre ça au 100e. On va y aller avec les extraits de la semaine. Donc, cette semaine, je me suis amusé quand même avec les extraits. J'en ai quelques-uns Mais il n'y a pas vraiment de rire dans ce film-là. Non, hey, tu sais que j'ai oublié de mettre dans mon soundboard ma compilation de rire. Oh non! Je la trouve pas. Je vais te l'envoyer ou on l'écoutera la semaine prochaine. Je la trouve plus. Je sais pas comment je l'ai appelée. Puis là, ça me tente. Je voulais pas fouiller dans l'émission pour faire jouer de quoi que je devais pas. Le premier extrait, c'est un cri. C'est quand justement il crève là, dans le transporteur. Là. Ouais. Non, mais tu sais, quand tu y penses, là, ça n'a pas de l'air d'être le fun. Tu sais, le principe de cette affaire-là, c'est que ça te défait, puis ça te refait dans le bon ordre. Et là, visiblement, c'était pas dans le bon ordre. Mais c'était beaucoup moins amusant que dans Spaceball. C'est clair. Ouais. On n'avait pas fait un épisode sur Spaceball. Bien sûr, on a fait un épisode sur Spaceball. D'ailleurs, ceux qui ont écouté, si vous voulez entendre, j'ai fait une compilation qui dure à peu près 8 minutes 15 d'extraits de tous les films. Il y a seulement les films qu'on a vus au cinéma qui n'ont pas d'extraits. Mais d'extraits de tous les films qui ont passé dans les 50 premiers épisodes de Vision X. Il a passé sur le stream avant l'épisode. Puis comme on a eu des problèmes de Skype, ça a été un peu plus long, fait que vous avez eu le temps de l'écouter peut-être une fois et demie. Fait qu'allez faire un tour soit sur Facebook, sur notre page Facebook, ou sur twitch.tv/Arenuno. Vous allez pouvoir écouter le début. Il y a comme 8 minutes d'extrait. Puis nos patrons sur Patreon vont pouvoir avoir le 8 minutes pour écouter plein de bouts niaiseux de films qu'on a écoutés. Maintenant, une chose. Bones is a thing out there. Why is any object we don't understand always called a thing? J'adore ça. Il y a comme pas de filtre. Ah, il y en a aucun. C'est les affaires tout de suite comme il ressent, tu sais. C'était le bon. Je l'aime. Mais en même temps, il a tellement raison. Pourquoi? Dès qu'on comprend pas un objet, on l'appelle une patente, une chose, tu sais. La chose. Ah ouais. Je te veux. Damn it, Bones. I need you. Badly. Juste la façon dont il dit ça. I need you. Badly. Il y a comme pas... Il y a pas d'intention dans son badly. Ouais, je sais. Il manque de edge. Mais imagine ça avec un... Ça serait magnifique. Non, mais remets-le juste pour qu'on conscientise le manque d'intensité dans son badly. Damn it, Bones. I need you. Badly. Mais il y a pas de... Excuse-moi? On est loin du Klingon... Tu sais, dans l'épisode... Dans le 3e, là. Genre, Klingon bastard, you killed my son. Ou de... God! Ouais, célèbre. On est loin de ça, là. Ouais, vraiment. Ah ouais. Proton torpedoes. Écoute bien, c'est ça qu'il dit, man. Photon torpedoes. C'est toes. Est-ce que j'ai bien compris? C'est une soupe aux ongles d'orteil? Photon. C'est wonton torpedoes. Mais faux, c'est pas un restaurant. Ah, c'est vrai. Je pensais que c'était un restaurant de soupe. wonton soup toast. Non. Mais écoute, wonton torpedoes. On va le réécouter. Est-ce qu'il dit toast ou je capote? Wonton torpedoes. Il dit toast, là. Ouais, il dit toast. Ok, merci.
C'est une soupe aux orteils. Oh. C'est comme, tu sais, c'est l'autre. Après, tu sais, t'as la soupe, ton qui commence avec le bœuf. Là, genre, t'as le bœuf, le flan, avec les gras, avec les tendons, et l'autre, c'est avec les orteils. Avec les orteils. Dernièrement, excuse-moi, l'été dernier, j'ai eu un party, un potluck. Et puis, il y avait une des personnes qui était là, Sébastien Lamontagne, pour ne pas le nommer, qui a amené des pâtes de poulet. Ah, c'est bon, ça. Ah, man, c'est pas bon. Arrête, c'est bon, c'est super gras. Ça goûte à rien, là. Il n'y a pas de viande. Ah, ça, non, mais c'est comme texture. Ah, c'est gélatineux, là. Ah, c'est vraiment gélatineux. C'est dégueulasse. C'est super gélatineux. C'est le fun, il y a des petites comme griffes au bout des pattes, là. Ah, c'est vraiment pas bon. Ah, arrête, là. C'est bon avec de la bière. Arc. Je te dis, on essaiera. Content. Ok, là, cet extrait-là, ce qui est vraiment important, c'est pas ce qu'ils disent. C'est le silence après que j'adore. Mr. Spock. Well, so help me, I'm actually pleased to see you. Il y a 10 secondes de silence. Il allait parler, là. Il y a 10 secondes de silence où tout le monde se regarde. Pour une fois, c'est une scène où il parle pas puis le monde se regarde qui était utile. Ouais. Mais moi, ce que j'espérais qu'ils disent, c'est And there it goes. Tu sais, comme. Ah, ok, c'est fini. C'est quoi qu'il l'appelle tout le temps? Il est green-blooded. Goblin. Tu sais, comme dans. Ah, dans Star Trek. C'est 5 qui vont faire du camping. Star Trek 5, puis là. Ouais. Là, genre, ils sont en train d'essayer de chanter un canon, puis là. Quand ça arrive autour de Spock, ils chantent pas. Puis là, il réexplique, mais comme, moi, mais je comprends pas le but. Puis là, t'as juste Bones qui pète une coche qui dit It's a song! It's a song, you blood de je sais pas quoi. You sing and you have fun! Ah, j'aime ça quand ils sortent une coche de même, Bones, ça part après, là. Maintenant. Spock, transmit now. Je trouvais que c'était très Kirk. Maintenant. Ouais, parce que là, avant, c'est qu'il y a un bout, il est comme Spock. Ils vont se faire tirer dessus. Je suis comme, ah ouais. Fait que non, j'aime ça. C'est un beau moment de Kirk, là. Le seul moment, à peu près, qu'on a de tout le film. Ah ouais, une grande actrice. Confirmed. Vessel is floating free. No forward momentum. C'est Ilia, ça? Non, c'est genre... Non, c'est l'autre fille qui est en place, là. Non, c'est ce qui prend... Ouais, c'est ça. C'est ça. Superbe. Orifice. The V'ger orifice. The V'ger orifice. Le sphincter. The V'ger orifice. La session de brainstorming là-dessus, là... Comment ils sont... On va faire la plus grosse sphincter jamais montrée à l'écran. Ah ouais! C'est cela. On sait qu'est-ce qu'il aimait, Gene Roddenberry. Oh! Maintenant, pour terminer, une fessée. Now, what do you suggest we do? Spank it. J'aime comment il dit spank it. Spank it. Musique. Oh, magnifique. Hear the music. J'aime la musique. Écoute, on a fait du chemin depuis 50 épisodes de Vision X. Ah, ça durait 20 minutes au début. On a fait des choses maintenant. Faudrait réécouter Deadpool, voir un peu comment à quel point on était coincés. Puis... Veux-tu vraiment réécouter ça? Ben, pourquoi pas? J'ai pas honte de ce qu'on a fait. Non, j'ai pas honte. C'est pas que j'ai pas honte, mais j'ai peur de faire comme... Puis t'as tous des bumpers musicaux qui sont hallucinants. Puis en tout cas, ouais. La musique. Jerry Goldsmith. Wow.
C'est malade. Wow. C'est malade. C'est écœurant. C'est hot. Sérieux, ça vaut la peine d'acheter la trame sonore de cette affaire-là. Là. Ouais, c'est spectaculairement bon. Ça amène tellement à ce film-là qu'il y a très peu... Parce qu'écoute, il y a tellement de scènes où il se passe absolument rien. C'est juste de la musique. Là. Mais quand on a fait le concert Star Trek avec l'OVMF, on a fait 3 tunes. On a fait le Klingon Battle au début. Là. Quand les Klingons se font wiper par le nuage. Là, le Pompi, Papa, Papa, Papa. On a fait la scène de l'Enterprise. Puis on a fait les credits à la fin. Là. Ouais. Avec le patata, patita, qui a été composé pour ça. Là. Mais, c'est magnifique. Puis toutes les scènes à l'intérieur de Voyager, là. Tu sais, t'as des trucs, là, ça fait très... Tu sais, il y a de l'orgue, puis il y a toutes sortes d'affaires électroniques en même temps. Il y a comme des espèces de cordes électriques aussi. Ouais. Mais toute la scène où l'Enterprise, il se fait tirer par le tractor beam, là. Puis que là, c'est juste les c'est hallucinant aussi, la musique, c'est toute une trame sonore de film, là. Puis, il y en a écrit beaucoup de la musique de film, évidemment, là, Jerry Goldsmith. Ouais. Pour ceux qui ne le connaissent pas, La planète des singes, Alien, évidemment, beaucoup de musique de Star Trek. La musique de Twilight Zone, la série. Ah ouais. 59. Là. Oui. Ah non, ça c'est X-Files. C'était quoi déjà? Je m'en souviens plus. Écoute, il a commencé dans les années 50. Jerry Goldsmith. Il a fait l'original de Man from Uncle, la série télé. Il fait beaucoup de télé. La Planet of the Apes, man, c'est vraiment... ça n'a pas de sens. Moi, j'ai comme le feeling que j'ai déjà joué de la musique symphonique de lui, mais qui n'était pas de la musique de film. Là, je suis sur la page Wikipédia et j'essaie de trouver, mais je trouve pas. Il y en a tellement fait, là. Puis de tous les types, de toutes les... il a fait la musique de Rudy, mais c'est l'éventail de ce qu'il a fait est assez impressionnant. Mr. Baseball, tu sais. Je descends les pages, puis je descends, puis il y en a tout le temps, là. Gremlins 2. First Blood. Babe. Il a fait la musique de Babe. That'll do, pig. Mais... Man, c'est lui qui a fait la musique de tous les Rambo. C'est bien hot. Ah, c'est cool, la musique de Rambo. En fait, c'est très bon, le Rambo 1. C'est hallucinant. Star Trek Voyager. Le thème de Star Trek Voyager. Ben oui, c'est ça, toutes les Star Trek, en fait. En fait, c'est pas lui qui a fait la musique de Deep Space Nine. C'est quelqu'un d'autre, là, qui a fait la musique dans des films aussi. Mais j'ai oublié c'est lequel. Mais la musique de Voyager, moi, j'adore. J'aime beaucoup Deep Space Nine, mais Voyager, il y a quelque chose dans cette musique-là qui est comme tellement... Tu sais, surtout avec le générique au début, là. Où tu vois Voyager qui passe dans l'espace, c'est tellement comme calme. Il y a un calme là-dedans, là, qui est comme... Un calme qui est contrastant avec la série. Parce que, tu sais, ils sont perdus à l'autre bout du monde. Je veux dire, c'est pas qu'ils sont pas calmes, là, mais là, genre, la situation est quand même grave, là. Ça va prendre 70 ans à revenir à la maison, là, tu sais. Ouais. Fait que, je sais pas, il y a un côté... Il a comme fait une musique qui marche plus sur le fait qu'ils sont dans un endroit qu'ils connaissent pas puis qu'ils peuvent faire comme « Wow! On découvre toutes sortes de choses que personne n'a vu, aucun humain a vu. » Fait que ça donne plus ce feeling-là. C'est comme « Ah, c'est un beau voyage. » Ouais. Non, mais en tout cas, on s'éloigne encore une fois de notre sujet principal. On parle de Jerry Goldsmith, mais c'est... Ouais. Mais la musique de ce film-là, en particulier, on parle de la scène où est-ce qu'on voit l'Enterprise pour la première fois. C'est majestueux, c'est grandiose. Mais c'est bon. C'est qu'est-ce que je trouve magnifique? C'est quand il y a ça,
Puis là, on voit l'Enterprise. Puis là, la première fois qu'on entend le thème qu'on connaît tout à cause de Next Generation, c'est les cordes, tu sais, c'est les violoncelles dans l'aigu. Puis... c'est pas fort, c'est juste une petite affaire. Là, tu le vois, l'Enterprise, puis c'est Kirk qui revoit. Ça marche tellement bien, tu sais. Que ça commence de même, que c'est... c'est hot, là. Oui, et encore oui. David. He scores! 6 sur 10. C'est un film que j'aime beaucoup, que j'aime revoir, mais je comprends qu'il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas dans ce film-là. J'aurais envie de donner 7, mais je vais donner 6 parce que je suis conscient qu'il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Toi, Sébastien? Moi, c'est un 5 sur 10 parce que il y a ben des problèmes. Il n'y a pas d'histoire. Les personnages ne fonctionnent pas. Il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. Je donne 5 points, dans le fond, à la musique puis au visuel. Ceci étant dit, je considère que c'est pas le pire des films de Star Trek. Là. Au moins, le 5. Au moins, il n'y a pas de cheval qui se fait nerf pincher. C'est déjà ça, là. Qui se fait nerf pincher? Nerf pinch, là. Le nerf pinch là, de vol de Vulcain, là. Ah ouais? Ouais, il y a un cheval qui se fait faire ça dans le Star Trek 5. Ah ouais, je me souviens plus de ça. Il y a 2 seules bonnes choses dans Star Trek 5. La scène du camping, puis quand Kirk il demande à Dieu « If you're God, why do you need a starship? » Ça, c'est magnifique. Ah, ça, c'était correct. Mais c'est vraiment à chier, sinon. Oui, je me rappelle de la scène du cheval. Ouais. Ah oui, ils sont sur la planète. Ah oui, avec du sable, il y a Uhura qui danse, là, puis... Ah oui. Mais bon, hein, on fera ça une autre fois, mais Star Trek, The Motion Picture, 5 sur 10, c'est malheureux. As-tu des salutations à faire cette semaine? Louis Lavigard. Salut Louis. Bonjour Louis. Merci pour tellement de belles années d'orchestre, de chorale et de moments savoureux de Star Trek dans le fond, mais il savait pas que je parlerais encore de cette affaire-là. Écoute, ça fait longtemps là, qu'il nous a conté ça. Là. Ça fait longtemps que ça lui est arrivé, là, comme je disais tantôt, je pense que c'est en 2e année de cégep. Donc, c'était dans un autre millénaire que j'ai entendu cette histoire-là. Oui. Non, vraiment... je l'ai eu comme prof au secondaire en plus, là, fait que je l'ai connu. Ah oui, après longtemps. Ça a été... c'est une source d'inspiration encore à tous les jours dans mon travail. Fait que on va le saluer. J'aimerais vous rappeler de faire un tour sur notre Patreon, patreon.com/sbalbino, pour contribuer, nous aider. Vous aimez ce qu'on fait? Faites comme, hey, c'est le fun ce que vous faites, on veut vous aider. Allez là-bas. 1$ par mois, c'est pas grand-chose, mais ça nous aide énormément. La semaine prochaine, on change de registre, on change de décennie. On s'en va dans les années 60 et on va regarder Batman the Movie. Ça va être absolument magnifique. Ça va être beau. J'ai hâte. Ça va être la fun. C'est sûr, c'est le fun. Ça va probablement pas être bon, mais ça va être vraiment le fun. Wham! Sclapao! Vous pouvez suivre toutes les activités de Vision X sur moi-geek.com/VisionX. Là-dessus, vous allez voir tous nos épisodes. Allez sur Facebook, Twitter, Facebook Vision X. Vous allez nous trouver. Twitter @VisionX_podcast. Ça vous permet de savoir tout ce qui se passe à chaque fois qu'on fait un épisode, de rien manquer ce qui a rapport à Vision X. Vous pouvez nous écrire un courriel à visionxcast@gmail.com. VisionXcast, C-A-S-T, en un mot, @gmail.com. Là, on vous lit si vous nous envoyez des messages. Ne vous inquiétez pas. Partout où vous trouvez Vision X, allez nous laisser un 5 étoiles. Ça nous aide beaucoup. Je sais que c'est pas tout le monde qui peut donner de l'argent. Fait que ça nous aide énormément. Allez faire un tour sur l'Entre du Geek
vous allez trouver tous nos épisodes. Et sur Pod Québec, Yves a refait un peu les liens, les affaires, pour que ça soit plus clean. Ce qui est génial, c'est que maintenant, à chaque fois qu'on est en direct, à chaque fois qu'on est live pour faire un podcast, vous pouvez aller sur Pod Québec, trouver Vision X, et vous allez pouvoir avoir accès à Twitch. Puis le chat est là, toute l'équipe, vous allez pouvoir voir le stream en direct. Merci. Merci à Yves, d'ailleurs, là, qui fait tout ce travail. C'est très cool, très, très beau travail. Cette semaine, il disait ça. Là, il l'avait fait, moi, il disait il reste juste des 145 autres à faire. Merci beaucoup, Yves. Là-dessus, je vous souhaite une très belle semaine. On se revoit la semaine prochaine pour notre 51e épisode, hein, David? Oh yeah! Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Merci, David. Et, merci à toi, Sébastien. Merci pour les 50 derniers épisodes et pour les centaines d'autres qui s'en viennent. On se revoit à l'épisode 100 pour Star Wars épisode 4. Ah, non, mais il est bon, celui-là. Faudrait qu'on écoute genre Star Wars épisode 1. Bye tout le monde.